Le cri d'un goéland déchira l'aube naissante, comme un avertissement divin que personne n'entendit. Hélène, le cœur battant à tout rompre, poussa la porte grinçante de la Masia isolée au bord des falaises de la Costa Brava. Ses mains encore imprégnées de l'odeur salée de la mer et de la peur. Pars, Stéphanie. Pars maintenant, avant que les ombres du jour ne te rattrapent, murmura-t-elle d'une voix brisée, tandis que les premières lueurs roses effleuraient le visage pâle de son amour. C'était l'été 1952. En pleine dictature franquiste, où l'Espagne se tenait figée dans un silence oppressant, comme une toile de Goya où les ombres dansent au rythme des pas des gardes civils. Hélène avait 25 ans. Une silhouette élancée forgée par les travaux des champs qu'elle accomplissait pour survivre dans ce village côtier de Tossa de Mar, où les pêcheurs murmuraient des secrets au vent catalan. Ses cheveux châtains, coupés courts pour la praticité, encadraient un visage aux traits fins, presque aristocratique, hérité d'une lignée de républicains exilés qui avaient fui la guerre civile. Mais sous cette apparence austère, battait un cœur rebelle, nourri de lectures clandestines de Simone de Beauvoir et de Marguerite Yourcenar, glanées dans les marchés noirs de Barcelone. Hélène n'était pas faite pour les chaînes, elle était le feu qui couve sous la braise, attendant l'étincelle. Stéphanie. Elle était arrivée comme une tempête un an plus tôt, en 1951. 24 ans. Originaire de Madrid. Elle fuyait non seulement la répression politique son père, un professeur d'université, avait été arrêté pour ses idées anarchistes mais aussi les chaînes invisibles d'une société qui étouffait les désirs comme on étouffe une flamme. Ses boucles noires, indomptables, cascadaient sur ses épaules comme les vignes sauvages des collines andalouses. Et ses yeux, d'un brun profond veiné d'ambre, portaient l'éclat d'une passion interdite. Elle avait atterri à Tossa en mendiant un refuge chez une tante éloignée, une veuve acariâtre qui louait des chambres aux touristes anglais pour arrondir ses fins de mois. Mais Stéphanie n'était pas une touriste, elle était une fugitive. Une lesbienne dont l'amour pour une camarade de lycée avait été dénoncé par un voisin zélé, menaçant de la livrer à la police morale du régime. Leur rencontre avait été un coup de foudre, au sens le plus littéral du terme. C'était lors d'une fête patronale, ces rassemblements hypocrites où les villageois dansaient la sardane sous l'œil vigilant du curé et des phalangistes. Hélène, forcée d'y assister par sa mère bigote, s'était isolée près de la plage, fumant une cigarette roulée à la main, contemplant les vagues qui venaient mourir sur les galets. Stéphanie, échappée de la maison de sa tante, avait trébuché sur une racine et atterri à ses pieds, riant de sa maladresse pour masquer sa détresse. « Pardonnez-moi, señorita, mais cette nuit est trop belle pour la passer seule, » avait-elle dit. Sa voix chaude comme le sirocco, avec cet accent castillan qui roulait les airs comme une caresse. Hélène avait levé les yeux, et le monde avait basculé. Dans les yeux de Stéphanie, elle avait vu un reflet de ses propres tourments, la soif d'un amour libre, d'une vie sans les chaînes de l'Église et de l'État. Elles avaient parlé toute la nuit, assises sur le sable froid, partageant des rêves volés aux livres interdits. Hélène confia son secret, depuis l'adolescence. Elle avait aimé en silence une cousine, un amour étouffé par la honte familiale. Stéphanie, plus audacieuse, raconta ses nuits volées avec sa bien-aimée à Madrid, les baisers furtifs dans les ruelles sombres, la peur constante d'être surprise. L'Espagne nous dévore, Hélène, mais ensemble, nous pourrions la défier, avait-elle murmuré, sa main effleurant celle de l'autre femme. De cette nuit naquit une idylle secrète, tissée dans les ombres des oliveraies et des criques cachées.
Elles se rencontraient à l'aube, quand le village dormait encore, pour nager nues dans l'eau turquoise, leurs corps enlacés dans une danse primitive qui défiait les lois divines et humaines. Hélène, d'ordinaire si réservée, s'ouvrait comme une fleur sous la pluie, elle composait des poèmes sur des bouts de papier journal. Des vers inspirés de Verlaine, qu'elle chuchotait à l'oreille de Stéphanie tandis que le soleil montait. Ton regard est un phare dans ma nuit catalane, écrivait-elle. Et Stéphanie riait, l'embrassant avec une ferveur qui faisait trembler les étoiles. Mais l'Espagne de Franco n'était pas un pays pour les amours maudits. Les rumeurs couraient comme le Mistral, un voisin avait vu 2 silhouettes féminines sur la plage à l'aube, une servante avait trouvé un billet doux dans la poche d'un tablier. Stéphanie, marquée par sa fuite de Madrid, vivait dans la terreur constante. Sa tante, soupçonnant quelque chose, la surveillait d'un œil de basilisque, et les gardes civils patrouillaient de plus en plus près, fouillant les maisons au moindre soupçon de dégénérescence morale. Un soir, alors qu'elle se cachait dans une grotte marine, Stéphanie fondit en larmes. Je dois partir, Hélène. Ma tante a écrit à un cousin à Barcelone, ils savent pour moi. Si je reste, ils m'enfermeront dans un asile. Ou pire. Hélène sentit son monde s'effondrer. Partir? Sans elle? Mais l'idée de Stéphanie en cage était insupportable. Je t'aiderai, jura-t-elle, serrant ses mains froides. Ensemble, elles ourdirent un plan désespéré, Stéphanie s'embarquerait sur un bateau de pêche qui, sous couvert de nuit, transportait des réfugiés vers la France, via les Pyrénées. Le capitaine, un vieux républicain aigri nommé Ramon, acceptait de l'emmener pour une somme modeste, payée par les maigres économies d'Hélène, fruit de ces nuits passées à coudre pour les riches estivants. Les jours précédant l'évasion furent un tourbillon d'émotions. Elle volait des moments volés, une promenade dans les ruelles pavées de Tossa, où les maisons d'ocre se blottissaient les unes contre les autres comme des amantes apeurées, un pique-nique dans les pinèdes, où Hélène cueillait des figues sauvages et les offrait à Stéphanie comme des joyaux. Mais sous la tendresse couvait l'angoisse. Hélène, pragmatique, vérifiait les détails, le rendez-vous à l'aube sur la crique de Calapola. Le signal 3 sifflements imitant le cri du martin-pêcheur. Stéphanie, plus romantique, insistait sur les promesses, à Marseille. Je t'attendrai. Nous recommencerons. Libres. Dans une France qui nous acceptera. La nuit avant le départ, elles firent l'amour pour la dernière fois dans la masia abandonnée d'un oncle mort. Un lieu hanté par les échos de la guerre. Les murs de pierre suintaient d'humidité. Mais leur corps, enlacés sur une paillasse improvisée, irradiait une chaleur qui défiait le froid automnal. Stéphanie traça des arabesques sur la peau d'Hélène avec ses lèvres, murmurant des mots d'amour en castillan mêlés de français appris dans les livres. Je t'aime, ma flamme catalane. Tu es mon Espagne rebelle. Hélène, les larmes aux yeux, répondit par des caresses plus profondes, comme pour graver leur union dans la chair. Elles s'endormirent ainsi, épuisées, rêvant d'un futur où Paris les accueillerait dans ses brasseries enfumées, où elles pourraient marcher main dans la main le long de la Seine. L'aube arriva trop vite. Un voile rosé sur la mer Méditerranée. Hélène guida Stéphanie à travers les sentiers escarpés, évitant les patrouilles matinales. Le bateau de Ramon tanguait doucement dans la crique, ses voiles ferlées comme un secret. Elles s'embrassèrent une dernière fois. Un baiser salé de larmes et de sel marin. Va, mon amour. Je te rejoindrai bientôt. Stéphanie hocha la tête,
sauta dans l'embarcation. Et le bateau s'éloigna. Silhouette noire contre l'horizon naissant. Hélène resta là. Immobile. Jusqu'à ce que le goéland ne crie plus. Puis. Un bruit de bottes sur les cailloux. Des voix rauques. Halte. Contrôle. Les gardes civils. Alertés par une dénonciation anonyme, peut-être la tante de Stéphanie. Ou un villageois jaloux. Hélène pivota. Le cœur en vrac. Ils étaient 3. Uniforme kaki. Fusil en bandoulière. Regard dur comme l'acier. Où est la fugitive? Gronda le sergent. Un homme trapu au visage couturé. Elle n'hésita pas. Elle est partie. Vers le nord. Mais je sais où. Un mensonge. Pour gagner du temps. Mais ils ne crurent pas. Ils la ceinturèrent. La traînèrent vers le village. Dans la confusion, Hélène comprit, la tante avait tout su. Avait vu Stéphanie quitter la maison à l'aube. Pour sauver sa nièce? Ou par peur du scandale? Non. Par trahison pure. Elle avait dénoncé Hélène, la locale, pour détourner les soupçons. Au poste de la Guardia civile, l'interrogatoire fut un calvaire. Attachée à une chaise, Hélène affronta les questions vicieuses. Tu es une de ces déviantes? 1. Amoureuse de la putain de Madrid? Le sergent. Un certain moral. Un sadique notoire. La gifla jusqu'à ce que du sang perle à sa lèvre. Mais Hélène tint bon. Invoquant le silence des saints. Ou plutôt des poètes maudits. Elle ne parla pas de l'amour, elle parla de politique. Pour les incriminer. Stéphanie fuit les assassins de son père. Vous. Les bourreaux du peuple. Moral rit. Un rire gras. On va te faire avouer. Salope. Les heures s'étirèrent en un supplice, coup de poing. Privation d'eau. Menace de viol. Hélène. Le corps endolori. Pensa à Stéphanie voguant vers la liberté. C'était pour cela qu'elle endurait. Au crépuscule. Un télégramme arriva de Barcelone, la vraie fugitive avait été repérée. Mais non. C'était un leurre. En réalité, la tante, rongée par la culpabilité ou la cupidité, avait inventé une piste pour couvrir sa nièce mais au prix d'Hélène. On la jeta en cellule. Une geôle humide sous le clocher de l'église. Où les rats étaient plus loquaces que les prêtres. Là. Dans l'obscurité. Hélène pleura pour la première fois depuis l'enfance. Non pour la douleur physique. Mais pour l'absence, le parfum de jasmin de Stéphanie. Le goût de ses lèvres. Était-ce la fin? Ou le début d'une autre fuite? Les jours en prison se fondirent en une brume de désespoir? Où le temps s'étirait comme une toile d'araignée sur les murs suintants. Hélène, affaiblie par la faim et les ecchymoses, se raccrochait à des souvenirs comme à des radeaux. Elle revoyait Stéphanie riant sous la pluie d'où, ses cheveux collés à la peau, ou chantonnant des airs de Lorca dans la quiétude des après-midi. Nous sommes des exilés de l'amour? Ma chérie, lui disait-elle souvent. Avec cette philosophie nonchalante héritée des cafés intellectuels de la capitale. Hélène, plus terre accent grave terre, répondait par des gestes, un baiser volé. Une main serrée dans l'ombre. La nouvelle tomba comme un couperet 3 jours après son arrestation. Moral entra dans la cellule. Un sourire carnassier aux lèvres. Brandissant un papier froissé. Ta petite amie? Elle a été attrapée à la frontière. Ramon.
Ce traître a coulé avec son bateau. Tempête, paraît-il. Mais on a retrouvé le corps de la gamine, flottant près de Collioure. Hélène sentit le monde s'effondrer. Non. Pas Stéphanie. C'était un mensonge. Une torture psychologique. Pourtant, au fond d'elle, une voix murmurait la vérité, la mère était traîtresse. Et les phalangistes infatigables. En réalité, c'était un demi-mensonge. Ramon avait été intercepté par une patrouille côtière. Son bateau a résonné avant même d'atteindre les eaux françaises. Stéphanie, paniquée, avait sauté par-dessus bord, nageant vers la rive rocheuse. Elle avait survécu, blessée, hébergée par des contrebandiers catalans qui la cachaient dans une ferme isolée près de Figueres. De là, elle avait écrit une lettre, glissée par un messager clandestin, mais elle n'atteindrait jamais Hélène. Au lieu de cela, les autorités, flairant le réseau de réfugiés, avaient décidé de faire d'Hélène un exemple. Puisque tu l'as aidée, tu la remplaces, avait décrété le juge, un ecclésiastique en robe noire, lors de l'audience expéditive. Condamné à 5 ans de travaux forcés dans un camp de femmes à proximité de Gérone. Pour corruption morale et trahison. Le transport fut un cauchemar, entassé dans un camion bâché avec d'autres prisonnières des voleuses. Des prostituées. Des républicaines endurcies. Hélène traversa les routes poussiéreuses de Catalogne. Le cœur serré par le paysage qu'elle aimait tant, les cyprès tordus. Les champs de blé doré sous le soleil impitoyable. Le camp. Surnommé la Lagosta par les locales la langouste. Pour ces pinces cruelles était un enfer camouflé en ferme pénitentiaire. Des baraquements en bois brut. Entourés de barbelés. Ou sans femmes. Âgés de 16 à 60 ans. Trimaient de l'aube au crépuscule à coudre des uniformes ou à sarcler des potagers sous la surveillance de gardiennes au visage de pierre. À son arrivée, Hélène fut fouillée. Tondue à Dieu. Ses cheveux châtains. Symbole de sa féminité rebelle et vêtue d'une robe grise informe. Numérotée 47. La responsable. Une nonne nommée sœur Isabelle. La toisa avec dédain. Ici. Nous purgeons les péchés de la chair. Tu apprendras l'humilité. Déviant. Les premiers jours furent un supplice, le labeur incessant. Les rations maigres de pain et de soupe claire. Les nuits hantées par les sanglots des codétenus. Hélène, isolée par sa crime particulière, fut la cible de murmures, la lesbiana, crachait les plus pieuses, tandis que d'autres, brisés par leur propre solitude, la regardaient avec une curiosité mêlée de pitié. Pourtant, dans cette fournaise, naquit une alliance inattendue. Maria, une Catalane de 30 ans aux yeux verts comme les siens, aux mains calleuses de paysanne, devint sa confidente. Emprisonnée pour avoir caché des maquisards, Maria était une force tranquille, avec une voix rauque qui contait des légendes de résistance sous les couvertures. L'amour est notre arme la plus douce. Petite, lui dit-elle une nuit, en partageant une cigarette roulée avec du tabac volé. Hélène, d'abord méfiante, se confia peu à peu. Elle parla de Stéphanie, ses rires, ses peurs, le bateau maudit. Maria écouta, hochant la tête. La mer rend ce qu'elle prend? Parfois. Mais toi, tu dois survivre pour la retrouver. Leur amitié se teinta vite de tendresse. Dans le secret des douches collectives, où l'eau froide cascadait comme une absolution,
Leurs regards se croisaient, prolongeaient un instant suspendu. Maria, veuve d'un combattant républicain, avait aimé en silence une sœur d'armes pendant la guerre, elle comprenait la fin de l'âme. Un soir, après une journée de lessive éreintante, elle effleura l'épaule d'Hélène. « Tu n'es pas seule ici. » Le baiser qui suivit fut timide, exploratoire, un baume sur les plaies invisibles. Ce n'était pas Stéphanie, personne ne pouvait l'être, mais c'était un lien. Un fil ténu dans la toile de l'enfer. Dehors, le monde changeait subtilement. Franco, vieilli, tolérait des rafles moins féroces. Et des rumeurs de libéralisation filtraient par les gardiennes corrompues. Hélène apprit, par un colis clandestin de Maria, que le bateau de Ramon avait bel et bien sombré, mais que des pêcheurs français avaient repêché une survivante, une jeune femme aux boucles noires, soignée à Perpignan. Était-ce elle? L'espoir raviva Hélène, la poussant à endurer. Elle organisa, avec Maria et une poignée d'autres, une poétesse andalouse nommée Carmen, une danseuse de flamenco, repentit un réseau souterrain, des messages cousus dans les ourlets des robes, des nouvelles glanées des camionneurs. Mais le conflit couvait. Sœur Isabelle, flairant l'hérésie, intensifia les fouilles. Une nuit, elle surprit Carmen en train de chuchoter un poème d'amour à une compagne. Le châtiment fut swift, isolement. Jeûne forcé. Hélène, protégeant Maria, avoua une partie de la vérité. C'est moi la corruptrice. Punissez-moi seule. Isabelle, les yeux luisants de zèle, la fit flageller en public. 30 coups de fouet sur le dos nu. La douleur fut blanche, fulgurante. Mais Hélène pensa à l'aube de la crique, au baiser d'adieu. Pour toi, Stéphanie, se répétait-elle, tandis que le sang perlait. La trahison vint de l'intérieur, comme un poignard dans le dos. Carmen, brisée par la torture, craqua lors d'un interrogatoire. Elle dénonça le réseau, accusant Hélène d'être la tête pensante, la sorcière lesbienne qui pervertissait les âmes. Maria, furieuse, confronta Carmen dans la cour. « Comment as-tu pu? Nous sommes des sœurs ici. » Carmen, les yeux fous, hurla, « Mieux vaut la confession que l'enfer éternel. » Le lendemain, Hélène fut jetée au mitard, une cellule exiguë où l'air manquait, pour une semaine. Là, dans le noir absolu, elle toucha le fond, image de Stéphanie noyée, de Maria abandonnée, de sa propre vie gaspillée. Pourtant, l'humanité persista. À sa sortie, Maria l'attendait, un pansement improvisé à la main. Nous reconstruirons. Amour. La trahison forge les plus forts. Leur étreinte, cette nuit-là, fut un acte de rébellion, corps entrelacé dans le dortoir endormi. Souffle mêlé en un serment silencieux. Hélène, pour la première fois, permit à son cœur de s'ouvrir à une nouvelle flamme, tout en gardant l'étincelle originelle pour Stéphanie. L'amour, apprit-elle, n'était pas une prison, mais un horizon mouvant. Au dehors, les vents du changement soufflaient. Des émissaires de l'opposition, via des contacts à Barcelone, préparaient une évasion collective. Hélène, marquée par la délation, hésitait. Confierait-elle à nouveau? Le dilemme la rongeait, loyauté ou survie? Le printemps 1953 apporta un sursis fragile au camp de la Lagosta.
avec ses amandiers en fleurs qui parfumaient l'air d'une promesse mensongère. Hélène, les cicatrices du fouet encore vives sur le dos, se surprit à sourire parfois, à Maria, qui taillait des sculptures grossières dans des bouts de bois flottés, représentant des femmes enlacées, à Carmen, qui, rongée par la honte, tentait une rédemption maladroite en glissant des rations supplémentaires sous les matelas. La trahison n'avait pas effacé l'humanité, elle l'avait aiguisée, comme un couteau sur la pierre. Mais le passé rattrapa Hélène sous la forme d'une lettre, miraculeusement livrée par un gardien corrompu, un neveu de Maria, paysan compatissant. L'enveloppe, tachée de sel, portait un cachet de Perpignan. Les mains tremblantes, Hélène l'ouvrit dans l'ombre d'une remise à outils. Ma flamme. Je suis vivante. La mer m'a craché sur la rive française, blessée mais entière. Je t'attends à Marseille, dans la pension de Madame Duval, rue de la République. Pardonne-moi de t'avoir laissé. Ton sacrifice est mon fardeau. Je t'aime. Pour l'éternité. Stéphanie. Les mots dansèrent devant ses yeux embués. Vivante. Libre. Attendant. Le choc fut un raz-de-marée. Hélène, qui avait érigé des murs autour de son cœur pour Maria, se sentit déchirée. Maria perçut le changement, les regards lointains, les silences prolongés. Une nuit, après l'extinction des feux, elle confronta Hélène dans leur lit superposé. Qui est-ce? Cette ombre qui te hante? Hélène. La gorge nouée. Avoua tout, l'évasion. L'arrestation. La lettre. Maria écouta. Impassible. Puis posa une main sur son bras. L'amour n'est pas un voleur. Hélène. Si elle est ton aube, va vers elle. Moi. Je suis ton midi. Solide et chaud. Mais sous ces mots, Hélène devina la fêlure, la peur de l'abandon. Le conflit s'envenima quand l'opportunité d'évasion se présenta. Les émissaires, deux hommes du Parti communiste clandestin, déguisés en fournisseurs, proposèrent un plan, un camion de ravitaillement, une nuit sans lune, une échelle de corde vers la liberté. 10 femmes, triées sur le volet, les plus vaillantes, les moins surveillées. Hélène fut choisie. Mais Maria, soupçonnée après l'affaire Carmen, fut exclue. Prends ma place, implora Hélène. Maria refusa, les yeux farouches. Non. Tu dois aller à elle. Et si je reste, c'est pour veiller sur les autres. Nous nous retrouverons. En France. Quand le vent tournera. La nuit de l'évasion fut un ballet d'ombre et de murmures. Sous un ciel étoilé. Indifférent. Les femmes rampèrent vers le mur ouest, où le barbelé était le plus lâche. Hélène, le cœur battant, escalada la première, aidée par Carmen qui, en un geste de rédemption, couvrit leurs traces avec des branchages. En haut, le vide, un saut de 3 mètres dans un fossé boueux. Elle atterrit, roulant pour amortir, et se releva, couverte de terre. Les autres suivirent, 8 survivantes, dont une blessée à la jambe. Le camion les attendait, phares éteints, dans un bosquet d'oliviers. La fuite vers la frontière fut un périple dantesque, route de montagnes sinueuses. Checkpoint évité de justesse. Nuit à la belle étoile où les loups hurlaient plus fort que les souvenirs. Hélène,
En tête du convoi, guidait avec une carte rudimentaire ses sens aiguisés par les mois de captivité. Elle pensait à Maria, laissée en otage involontaire, à Stéphanie, qui l'attendait peut-être en vain. Une tempête éclata près de la Joncra, transformant les sentiers en torrents de boue. Une compagne, une vieille républicaine nommée Rosa, glissa et se brisa la cheville. « Laissez-moi » supplia-t-elle. Hélène refusa, la portant sur son dos pendant des heures, jusqu'à un refuge de bergers où des passeurs basques les relayèrent. Traverser les Pyrénées fut l'épreuve suprême, cols enneigés malgré le printemps, vent glacial qui fouettait les visages comme des lames. Hélène, épuisée, hallucinait, elle voyait Stéphanie dans les nuages, Maria dans les rochers. Une nuit, autour d'un feu de camp illicite, Carmen s'effondra en sanglots. « Pardonne-moi, Hélène. J'ai trahi par peur. Le diable me hante. Hélène, au lieu de haïr, l'étreignit. La peur nous rend humaines, Carmen. Et l'humanité nous sauve. » Ce fut un moment de catharsis, où les masques tombèrent, révélant des âmes brisées mais nobles. Enfin, après 5 jours d'enfer, elles franchirent la ligne invisible, un ruisseau chantant marquant la frontière franco-espagnole. Des gendarmes français, alertés par les passeurs, les accueillirent non comme des criminels, mais comme des rescapés. « Bienvenue en République », dit le brigadier, un homme bourru aux moustaches grisonnantes. Transportés à Perpignan, les femmes furent soignées, interrogées avec ménagement. Hélène, feignant l'amnésie pour protéger le réseau, demanda seulement un train pour Marseille. Le voyage en rail fut un rêve éveillé, paysage de garrigues cédant à la Provence violette. Le cliquetis des roues comme une berceuse. À Marseille, la cité phocéenne l'accueillit dans un tourbillon de vie, port grouillant de marins. Marché aux épices. Accents provençaux chantant. Hélène, les cheveux repoussés en un chignon hâtif, erra dans les ruelles du vieux port, le cœur gonflé d'appréhension. Rue de la République. La pension Duval était un immeuble haussmannien délabré, avec des volets bleus écaillés et un escalier qui grinçait comme un secret. Elle frappa à la porte. Le souffle court. Madame Duval, une veuve replète aux yeux perçants, l'introduisit. Stéphanie, elle est partie il y a un mois. Vers Paris, disait-elle. Pour trouver du travail et attendre quelqu'un. Hélène s'effondra sur une chaise, le monde vacillant à nouveau. Partie, sans un mot. La trahison, cette fois, porta le parfum de la trahison amoureuse. Avait-elle fui l'attente? Ou un autre amour? Les questions la rongèrent. Mais Marseille, avec sa mère infinie, lui offrit un répit, un emploi de couturière dans une boutique de la Canebière, une chambre minuscule sous les toits, où elle écrivit des lettres à Maria, lettres qui partirent dans le vide, interceptées par la censure. Des mois passèrent en une routine mélancolique. Hélène s'immergea dans la culture française, lecture de Colette à la bibliothèque municipale, où elle rencontra des exilés espagnols qui formaient un cercle discret de soutien. L'une d'elles, une artiste nommée Lucie, aux cheveux roux et au rire cristallin, l'approcha un soir lors d'une lecture poétique. « Vos yeux racontent une histoire de perte ? Mademoiselle Lucie, bisexuelle assumée dans ce Paris cosmopolite en gestation ?
offrit une amitié qui glissa vers la tendresse. Des dîners partagés. Des promenades sur l'esplanade. Où Hélène confia ses doutes. Stéphanie m'a sauvée en me brisant. Avoua-t-elle. Lucie. Sage. Répondit, l'amour est un vin qui mûrit, parfois. Il a besoin d'air. Mais le vrai coup de théâtre vint par un journal clandestin. Elle paie en exil. Apporté par un marin. Une note en bas de page, évasion massive au camp de la Lagosta. Une gardienne tuée. Plusieurs détenus en fuite. Hélène pâlit. Maria? Était-elle parmi elles? Ou pire? La nouvelle la propulsa dans une frénésie, elle contacta les réseaux basques. Dépensa ses maigres économies en télégrammes. La réponse arriva. Laconique, Maria libre. Direction France. Attends à Toulouse. Le rendez-vous à Toulouse fut chargé d'électricité. Dans la gare bondée. Sous la bannière occitane. Hélène vit Maria d'abord, silhouette robuste. Cheveux coupés plus courts. Un foulard rouge autour du cou. Elles s'étreignirent. Riant et pleurant. Indifférente au regard. J'ai tenu ma promesse. Murmura Maria. Et toi? La tienne? Hélène hésita. Puis parla de Stéphanie. De la lettre fantôme. Maria. Sans jalousie. Serra sa main. Allons la chercher ensemble. L'Espagne nous a volés, la France nous rendra. Paris les avala comme une amante vorace. En cet automne 1954 où la ville se parait de feuilles d'or et de brumes séniennes. Hélène et Maria s'installèrent dans un garni du quartier latin. Un 2 pièces exigu surplombant la Sorbonne. Où les étudiants criaient des slogans existentialistes et où les cafés exhalaient des arômes de croissants et de cigarettes gitanes. Hélène trouva du travail comme traductrice freelance pour une petite maison d'édition spécialisée dans les auteurs espagnols exilés, un ironique clin d'œil à son passé. Maria, plus manuelle, s'engagea comme ouvrière dans une fabrique de soieries. Ses mains calleuses apprivoisant les métiers jacquards avec une grâce paysanne. Leur vie commune fut un équilibre précaire de passion et de fantômes. Les nuits. Elles s'enlaçaient dans un lit étroit. Explorant les contours de leur corps marqués par les épreuves, les cicatrices d'Hélène. Les bleus fanés de Maria. Tu es ma terre ferme, murmurait Hélène. Tandis que Maria, plus sensuelle, répondait par des baisers lents, comme pour ancrer leur amour dans le présent. Pourtant, Stéphanie planait comme un spectre bienveillant. Hélène, obsédée, fouillait les annonces personnelles des journaux, arpentait les bistrots de Montparnasse où les artistes bohèmes se retrouvaient. Elle doit être ici, dans cette ville des amours impossibles, se disait-elle, inspirée par les chroniques de Colette qu'elle traduisait. Le conflit culmina lors d'une exposition au Louvre, où Hélène et Maria admirèrent les nudes de la Croix. Ces corps féminins torsadés dans une extase païenne. Regarde-les. Libres dans leur chair. Soupira Hélène. Maria. Jalouse pour la première fois. Riposta, et nous? Sommes-nous libres? Ou enchaînés à un fantôme? La dispute éclata dans la rue. Sous la pluie fine d'octobre, accusation. Larmes. Silence lourd. Hélène, blessée, s'enfuit vers un bar lesbien clandestin. Le monocle réinventé en secret. Où des femmes en tailleur androgyne fumaient et dansaient au son d'un accordéon mélancolique. Là, elle noya son chagrin dans du pastis, flirtant vaguement avec une américaine exubérante. Mais la rédemption vint par un hasard proustien, un paquet livré par erreur à leur adresse.
contenant des manuscrits et une lettre jaunie. L'expéditeur, S. R. Rue des Abbesses à Montmartre. Hélène. Le cœur en déroute. S'y rendit seule, escaladant les marches du Sacré-Cœur comme une pèlerine. L'appartement. Un atelier d'artiste encombré de toiles inachevées. S'ouvrit sur Stéphanie, plus mince. Les boucles raccourcies en un carré sévère. Mais les yeux toujours ambres. Emplis d'une maturité nouvelle. Elle peignait maintenant. Inspirée par les maîtres français. Des toiles de femmes enlacées dans des jardins surréalistes. Leur réunion fut un ouragan d'émotions. Tu m'as laissée pour morte? Lança Hélène. La voix chevrotante. Stéphanie. Pâle. S'effondra à genoux. Je t'ai cru condamnée à perpétuité. Les rumeurs du camp. J'ai fui à Paris pour oublier. Pour survivre. Mais je n'ai fait que peindre ton absence. Les explications coulèrent, la tante. Qui avait confessé la vérité trop tard, Ramon. Exécuté comme traître, Carmen. Morte d'une fièvre en prison. Son repentir gravé sur une pierre tombale anonyme. Stéphanie avait aimé en attendant un bref interlude avec une modèle. Une danseuse, mais c'était du vent. Un pansement sur la plaie. Elles parlèrent des heures. Puis des jours. Hélène ramena Stéphanie à l'appartement. Où Maria les accueillit avec une dignité stoïque. Le triangle fut un drame shakespearien, jalousie. Confession nocturne. Silence tendu autour de la table bancale. Maria, la plus sage, proposa une vérité crue, l'amour n'est pas une possession, mais un don. Si tu dois choisir, Hélène, choisis sans chaîne. Une nuit. Lors d'un dîner arrosé de vin de Bordeaux, les barrières tombèrent. Les trois femmes, guidées par une curiosité mutuelle, explorèrent une intimité partagée, caresses hésitantes, rire nerveux. Un ballet de corps où la rivalité céda à la sororité. Ce n'était pas une orgie, mais une communion. Un acte humaniste qui guérit les fractures. Pourtant, le passé n'était pas mort. Des agents franquistes, infiltrés en France, traquaient les exilés. Une lettre anonyme menaça Hélène, rentre, ou ta famille paiera. Sa mère, restée à Tossa, fut harcelée. Hélène, déchirée, envisagea le retour un sacrifice pour protéger les siens. Stéphanie et Maria s'unirent contre elle, non. Nous sommes ta famille maintenant. Ensemble. Elles alertèrent les autorités françaises et les réseaux juifs d'aide aux réfugiés, obtenant une protection discrète. Le dénouement survint au printemps 1955, lors d'une manifestation pour l'amnistie des prisonniers politiques, place de la Bastille. Hélène, portant un panneau « Liberté pour l'Espagne », croisa le regard d'un journaliste catalan. Il lui apprit, Franco, affaibli, amorçait des libérations. Maria fut officiellement graciée, son dossier effacé. Et pour Hélène, une grâce posthume, son innocence reconnue. Après que la tante de Stéphanie eut confessé par écrit. Avant de se suicider dans la honte. Libre. Elles choisirent Paris comme exil choisi. Hélène épousa sa vocation littéraire, publiant un roman voilé sur leur histoire L'Aube volée, qui connut un succès discret dans les cercles progressistes. Stéphanie exposa ses toiles dans une galerie de Saint-Germain, où les critiques saluèrent l'érotisme rebelle des exilés. Maria, ancrée, ouvrit un petit café occitan, La Flamme catalane,
où les amantes se retrouvaient pour des soirées de sardanes revisitées au accordéon. Leur amour, triadique et fluide, défia les normes, des voyages à Deauville pour nager nus, des hivers à lire Baudelaire à haute voix, des matins où les trois corps s'entremêlaient en une harmonie païenne. Il y eut des orages, jalousies fugaces, doutes sur l'avenir mais toujours le pardon, comme un vin qui mûrit. Hélène, regardant la scène depuis leur balcon, se remémorait l'aube de la crique, non plus comme une perte, mais comme un commencement. Dans cette France humaniste, où Sartre philosophait sur la liberté et où les vents de changement soufflaient enfin sur l'Espagne voisine, elles vécurent une vie de passion entrelacée, prouvant que l'amour, même trahi, même brisé, renaît plus fort. Car au bout des chaînes, il y a toujours un horizon. Et au cœur des femmes, une flamme inextinguible.